Il y a, dans certains États aux États-Unis, la prestation d'aide sociale, et je reviens sur le 5 ans, a été limitée à 5 ans sur une vie entière. Donc, on peut se prévaloir de 5 ans dans une vie de travail. Vous trouvez que cette expérience-là, puisque c'en est une, a du sens? Au fait, oui, c'est une réforme qui a été entreprise en 1996, qui a été signée par Bill Clinton à l'époque, qui était président. Et puis c'est sûr qu'au début, il y avait des craintes, des scénarios catastrophiques. Après 5 ans, on va avoir des enfants qui vont mendier partout dans les rues, même il y en a qui allaient jusqu'à la prostitution. Je veux dire que ça va être la fin du monde. Là, 10 ans après, il s'en est rien produit. Le résultat, c'est que le taux d'emploi des personnes visées, qui étaient surtout des femmes monoparentales, donc une clientèle assez difficile quand même, noire, hispanique, dans le contexte américain, le taux d'emploi a augmenté, les revenus de ces personnes-là, de ces familles-là a augmenté, le taux de pauvreté des enfants, le taux de pauvreté des familles monoparentales a diminué entre 1996 et 2006 de façon très importante. Mais de quelle manière? Par magie? Non, parce que les gens se sont trouvés un emploi. Il y avait parallèlement la contrainte de la durée de 5 ans et aussi des mesures d'aide à l'emploi comme c'est proposé. Je crois que c'est une mesure très importante. C'est pas une mesure isolée. Donc les deux ensemble ont fait que finalement les gens se sont trouvés un emploi. C'était juste. Et puis il y a des études qui isolent l'effet de l'économie parce que c'est sûr que l'économie joue aussi, mais c'est la réforme qui a été responsable d'une grande partie de l'amélioration de l'emploi, de la réduction du taux de pauvreté. Je voulais donner un exemple parce qu'on nous parle des États américains où ça s'est produit. Il y en a un que vous citez dans votre étude, le Wisconsin, où le nombre de personnes à l'aide sociale a été réduit de 74 % en 10 ans. Ce qu'on ne dit pas, par contre, et ce que vous ne dites pas, c'est que le nombre de personnes sans abri a augmenté de 70 %, que la fréquentation des banques alimentaires a augmenté de 71 % et qu'il y a 2 fois plus de monde dans les prisons dans le Wisconsin que c'était auparavant. C'est des données. Non, vous ne citez pas. Je m'excuse, mais je ne pense pas que ce soit vrai, que c'est... Aux États-Unis, il y a plein de gens. Le virage qu'ils ont pris, là, je veux dire, c'est de dire, même Bush l'a pris. Même Bush l'a reconnu, que c'est pas en coupant les gens à l'aide sociale. C'est pas une réforme idéale. Même lui a changé. Mais si on a amélioré le sort de 70 % des personnes, je crois que c'est considérable. Je pense que si on s'entend sur un objectif de ramener le plus possible les gens dans une situation où on sort de l'exclusion et on est inclus au marché du travail, ça suppose des adaptations du marché du travail, ça suppose des interventions en éducation, il faut agir en amont, il faut agir auprès des élèves en difficulté. Si on dit qu'il faut faire en sorte d'éliminer nos barrières corporatistes, si on s'entend là-dessus, le nombre m'apparaît bien secondaire, puis la durée va être fonction de la situation de chaque individu. Davantage qu'une prescription, une contrainte sur un nombre d'années fixe d'avance. Mais là, si je reviens à la question de départ, faut-il limiter la période de prestation d'aide sociale? Madame Kozaya, quand vous dites oui, il faut limiter, on va parler des régions et de Montréal dans le prochain débat. Il y a des régions entières où les gens n'ont pas le choix. L'économie fait que les métiers sont saisonniers. Qu'on vit de prestations d'aide sociale une partie de l'année, sur une vie, le 5 ans du Wisconsin serait assez rapidement dépassé et c'est pas faute de vouloir travailler. À ce compte-là, on vide les régions puis tout le monde s'en vient à Montréal. Qu'est-ce qu'on fait avec les régions dans une perspective comme ça? C'est plus un problème d'assistance-emploi. C'est davantage un problème lié, le travail saisonnier, à une situation d'assurance-emploi, assurance-chômage, qu'un problème lié à l'assistance sociale, parce que c'est véritablement la structure du travail qui est en question. Donc, ce dossier-là doit être réglé par Ottawa et non pas par Québec. Puis là, si on parle du problème des régions, là, on va se parler de richesse, là, pas juste d'aide sociale. Les régions produisent des ressources naturelles qui enrichissent les centres comme Montréal, Québec, avec des entreprises de services. Ça, c'est la réalité. Ces gens-là devraient avoir le droit d'avoir une partie de cette richesse-là, des redevances sur leurs ressources pour pouvoir se développer puis justement faire d'autres choses que de vivre de l'aide sociale. Il faut sortir aussi d'un débat qui est trop axé sur la question de l'aide sociale. Il faut regarder l'économie de façon plus large. Puis sur la question des bougons, là, moi, je vais vous dire, bien aimé ça, cette émission-là, mais à quelque part, il y a un manque de perspective sur le fait que l'évasion fiscale, c'est quelque chose de significatif. Ça monte d'année en année. C'est-tu des bougons, ça? C'est des bougons millionnaires. C'est de l'argent qui sort. Ça, c'est pas dans le film, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, moi, je me dis, comme dans mon expérience d'investissement responsable, je l'ai vu, là, il y a des entreprises, ils ouvrent des succursales, des filiales, font exprès pour faire en sorte de déplacer des profits dans les zones moins taxées. Mais là, ça, on a de la misère à y travailler, mais là, on voudrait payer des fonctionnaires pour être sûr qu'il n'y en ait pas un trop qui gagne le chèque de 500$. Moi, je trouve qu'à un moment donné,
il faut se mettre les yeux en face des trous, là, puis regarder les vrais problèmes de bougon dans la société. Puis oui, c'est vrai, il faut être exigeant envers les gens à l'aide sociale, leur offrir des programmes, puis faire en sorte que ça bouge. Mais de l'autre côté aussi, il faut regarder les responsabilités. Est-ce que c'est possible? Ces fameux programmes-là, il y en a eu précédemment qui se sont littéralement cassés la gueule. Est-ce que c'est possible? Tout le monde en veut. Je pense que tout le monde s'entend pour en vouloir. Mais est-ce que ça peut fonctionner? Moi, je pense qu'il y a des accents à mettre sur ces programmes-là. Par exemple, il y a des groupes communautaires qui sont extraordinaires dans la réinsertion sociale. Il faudrait peut-être leur donner plus de moyens d'agir parce qu'eux vont réussir mieux que l'école du coin. Donc, je pense qu'il faut mettre les bons accents, les bonnes ressources aux bons endroits, et c'est un objectif atteignable. C'est possible d'y arriver. On n'a pas besoin de mettre de limites, c'est ça, on s'entend là-dessus. Là. C'est clair. On ne parle pas de limites. La grande partie des prestataires se trouve à Montréal. Il y en a en région, c'est sûr, peut-être qu'ils n'ont pas d'autre choix, mais le plus grand nombre de prestataires se trouve dans la région de Montréal et dans des régions où il y a en principe de l'emploi. Et puis d'ailleurs, ça c'est une autre question que sans porter des préjugés, mais parce qu'on avait fait une étude sur l'aide sociale, il y avait des lignes téléphoniques dans des émissions de télévision. Chacun appelait avait sa petite histoire de quelqu'un qui touchait l'aide sociale et qui avait un petit travail au noir à côté. Donc ça aussi, c'est un autre phénomène. Et puis limiter, ça peut aider aussi à contrôler ces fuites-là et ces gens-là. Parce que c'est difficile de survivre pendant 10 ans ou 15 ans avec un chèque de $500, je conviens. Donc ça veut dire aussi que parallèlement, il y a d'autres revenus qui entrent quelque part probablement. Donc limiter, c'est vraiment, ça donne un signal clair que c'est temporaire. Essayez de trouver quelque chose d'autre. Puis il y en a des emplois. On trouve partout des emplois, des annonces. C'est sûr qu'il faut commencer quelque part. C'est peut-être pas l'emploi de... Mais il faut commencer quelque part. Les groupes qui travaillent en employabilité, la première chose qu'ils vont dire, ils l'ont dit à plusieurs reprises, si vous contraignez les gens à faire quelque chose, vous ne nous aidez pas. C'est pas la meilleure façon de les amener ici. C'est pas de cette façon-là que les gens vont travailler bien avec nous autres. Incitez-les, donner des programmes qui ont de l'allure, donner un revenu qui a de l'allure aussi. Moi, quand on me dit que 548 $ par mois, que quelqu'un est apte à travailler, est apte à se chercher un emploi alors qu'il est dans un mode de survie, j'ai bien de la misère à croire ça, moi. Donnons un niveau de vie décent aux gens. Et d'ailleurs, c'est un droit auquel on a adhéré. Là, le Québec a adhéré à des pactes qui reconnaissent et à une charte qui reconnaît le droit à un niveau de vie suffisant pour tout le monde. Si on aborde ça sous l'angle... Quand est-ce qu'on va proposer à nos jeunes là, qui veulent apprendre un métier en formation professionnelle des places payées pour apprendre un métier, comme en Allemagne, comme dans le pays? On ne l'a pas fait encore au Québec. On était trop cheap envers nos jeunes. C'est sûr que le jeune là, qui n'est pas payé pour apprendre son métier, c'est pas mal intéressant de bomber. Là. Mais on peut-tu offrir ça? Bien, commençons par offrir des perspectives sérieuses à nos jeunes, puis après ça, on parlera de contraintes. Je demander à François de regarder notre programme en formation professionnelle. Il va aimer ça. Oui. En tout cas, tout le monde est d'accord. Ça sent le début de campagne électorale. Vous essayerez, vous autres, de faire un débat avec 3 candidats. C'est quelque chose. Ça sent le début. Je vous réinvite à la fin. Je suis pas sûre que vous soyez tout aussi d'accord que ça. En tout cas, Normand Cozaïa, Gilles Taillon, François Rebello, François Saillat, merci beaucoup d'avoir été là. Voici maintenant